souvent dit, l'amour a ses raisons, mais ma raison les ignore. C'est pour ça que j'avais commencé à réfléchir à cet étrange concept. D'après Larousse, qui est plutôt bien gaulé, l'amour est une affection vive pour quelqu'un ou pour quelque chose. Mais bon, concrètement, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? À quoi ça sert? Et puis surtout, combien ça coûte? Physiquement, comme pour toutes les émotions, c'est qu'une réaction chimique du corps qui répond à une situation particulière. C'est une réponse totalement automatique et instinctive. Alors pourquoi est-ce qu'on en fait tout un fromage? Peut-être parce que le fromage aussi n'est qu'une réaction chimique. En continuant mes investigations, j'ai découvert que cette réaction chimique agissait comme une addiction pour le corps. Comme il est aussi le fromage pour certaines personnes. Mais du coup, c'est con. Pourquoi le corps crée lui-même une réaction chimique dont il est addict? C'est quoi le projet? Eh bien, ce serait l'instinct de survie qui activerait cette réaction d'amour, afin de forcer la personne à aimer quelqu'un ou quelque chose d'important pour sa survie ou celle de son espèce. Concrètement, ce programme, l'instinct, fait par exemple en sorte que les parents aiment leur progéniture, pour les protéger car ils représentent la survie de leur espèce. Bon, par contre, j'ai toujours pas saisi l'intérêt qu'ont certaines personnes à vouloir congeler leurs enfants. Peut-être pour les garder pour plus tard. Pour ce qui est de la question du coût, eh bien d'après mes recherches, l'amour ça n'a pas de prix et quand on aime on ne compte pas. Du coup, ça reste assez vague. Maintenant, vous vous dites sûrement, mais avec tout ça, où est-ce qu'il veut en venir Edouard Michael? J'étais plutôt satisfait de ce que j'avais conclu de l'amour, que je pensais toujours avoir mieux saisi que ce concept de peur. Et c'était avant de rencontrer Lenny l'ornithorynque. Je suis tombé sur lui au détour d'une rivière, alors qu'il chantonnait American Woman en récupérant des vers. J'ai d'abord été intrigué. Je pensais pas trouver un animal aussi cool sur Terre, avec son bec de canard, son corps de loutre et sa queue de castor. Quand je me suis approché pour lui parler et lui serrer la patte, il m'a dit de me méfier, parce qu'il possède également des dents empoisonnées au poignet. Trop cool. On a discuté en se prenant quelques vers qu'il venait de pêcher. C'est un peu gluant, mais appétissant. Et c'est un plat typique des platypus, l'autre nom donné aux ornithorynques. On a parlé techniques de pêche, puis la discussion a dérivé sur la création de son espèce, dont une histoire d'amour particulière en est la cause. Dans un temps très ancien, les animaux vivaient cloisonnés dans différents clans, et aucun échange n'avait lieu. Aucune symbiose entre espèces n'avait été mise en place. Par exemple, le fait qu'un petit oiseau comme le pluvion d'Égypte vienne nettoyer les dents des crocodiles du Nil, dans une entente commune des deux espèces, était une chose impensable et considérée comme contre nature à cette époque. C'est pourtant à ce moment-là que se rencontrèrent une loutre, un castor et un canard, qui exploraient chacun de leur côté une région voisine à leur territoire. Ils se sont rapidement liés d'une amitié très forte, grâce à leur amour commun de l'aventure et de l'exploration. Après un bon nombre de péripéties, les faisant parfois frôler la mort, cet amour s'est transformé en attirance sexuelle. Un point qui n'est pas forcément obligatoire, je vous rassure. Et c'est pour ça que je ne l'avais pas forcément pris en compte dans ma première investigation de l'amour. Suite à cette histoire d'amour impossible, et totalement à l'encontre des idéaux de l'époque, naquit de ce trisome une nouvelle espèce, l'ornithorynque, qui par son unique présence a cassé tous les clivages et a permis des échanges entre les différentes espèces. Dans l'imaginaire collectif, l'amour se réduit souvent qu'à des actes sexuels. Et la baise, bien qu'un passe-temps sympathique, est elle-même liée à la reproduction. Mais c'est bien réducteur de ne penser à l'amour que de cette façon. D'ailleurs, dans beaucoup de cas, l'amour n'intervient pas vraiment dans la reproduction. Et pour ça, le Moyen-Âge n'a rien inventé. Par exemple, il n'y a pas d'histoire d'amour dans la reproduction des plantes. Chez les insectes non plus. Le mâle meurt souvent après avoir fini son affaire, soit de fatigue, soit bouffé par la femelle. Mais on peut noter que certains spécimens, notamment chez les fourmis, sont asexués. Donc pour eux, c'est Hakuna Matata, il n'y a pas de souci. Et leur vie paraît encore plus sympa quand on la compare à celle de la punaise, l'animal. En gros, la femelle se fait planter de toutes parts par les dards de plusieurs mâles en même temps. C'est un peu un mélange entre une orgie et l'assassinat de Jules César. Et si vous connaissez la chanson qui dit que l'amour c'est comme un bilboquet, ça finit toujours par rentrer, et bien pour la punaise c'est un peu comme jouer au bilboquet mais en rattrapant la boule avec un grand couteau de cuisine. À côté, la vie sexuelle des poissons est beaucoup plus tranquille. Il n'y a pas de contact du tout. La femelle pond ses œufs quelque part et le mâle vient plus tard les asperger. Donc quand on y pense, le sexe, c'est qu'un désir instinctif et pas tout le temps lié à un quelconque amour. Notamment quand les partenaires sexuels ne sont pas tous consentants.
Et là on pense viol, politique, religion, pédophilie. Mes nouvelles réflexions, encouragées par l'histoire de Lenny, m'ont fait élargir ma vision de l'amour à quelque chose de bien plus grand que le simple instinct de survie et de baise. J'ai réalisé que d'un point de vue psychologique, l'amour est l'essence même de la vie et qu'il est d'une diversité incroyable. On a l'estime de soi, aussi appelé l'amour propre, qui est le plus important, ne serait-ce que pour se considérer en tant que tel et avoir la volonté de vivre. On a aussi l'amitié, qui permet de partager la vie avec des personnes dont la simple présence est plaisante, mais aussi toutes les passions, comme l'aventure et l'exploration, qui donnent à la vie un caractère plus sympa et un but plus important que la simple survie. En réalité, je pense que si j'avais jamais considéré les points de vue psychologiques de la vie et de l'amour, c'est que j'avais jamais vraiment considéré la psychologie. Mais après ça, je me suis rendu compte que sans le savoir, j'ai expérimenté moi-même l'amour, et à plusieurs niveaux. Mais l'amour, par le contrôle qu'il peut avoir sur les gens, a aussi été, à travers le temps et l'espace, une grande cause de guerre et de mort. Notamment l'amour du pouvoir et de l'argent. C'est pour ça que certaines sociétés ont décidé d'éradiquer les émotions du code génétique, ne laissant place qu'à la logique pure. Ces personnes se retrouvaient donc avec un programme de base uniquement régi par manger, se protéger, se reproduire, sans aucune émotion relative à tout ça. Et effectivement, ça paraît pas hyper joyeuse comme vie, mais ils s'en rendaient pas vraiment compte. Beaucoup de gens sont opposés à ce mode de vie, et préféreraient même mourir plutôt que de vivre comme ça. Ils pensent vraiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans émotion. Finalement, l'amour, quelle que soit sa forme, est une composante importante de la vie. Et comme pour toutes les émotions, même si on ne contrôle pas les réactions et les sensations qu'elles procurent, se laisser contrôler par elles est un choix. La raison nous permet toujours de rester maître de nos actes. Et pour en revenir à l'histoire de Lenny, je crois qu'elle nous apprend simplement à rester ouvert à toutes les cultures, toutes les expériences, et ne rien s'interdire sans raison. Car souvenez-vous qu'en amour comme dans la vie, tous les couples sont permis.